Bonjour à tous les lecteurs du blog Mes Investissements, de mes livres ou aux abonnés à cette chaîne YouTube. Alors il y a pas mal d'entre vous qui me disent que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos d'entrepreneuriat et c'est relativement vrai, il y en a quelques-unes sur la chaîne mais ça fait un petit moment qu'on n'en avait pas fait. Et je me suis dit qu'une vidéo intéressante c'était de prendre les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki et de les appliquer à mes activités entrepreneuriales qui m'ont mené à l'indépendance financière d'aujourd'hui. Alors j'avais fait un petit article dans ce sens-là sur le blog il y a des années, mais j'avais pas forcément à l'époque le recul d'avoir atteint l'indépendance financière comme aujourd'hui. Donc on va pouvoir analyser un peu ça, on fera quelques rappels sur les cadrans du cash flow, et puis on regardera sur un cas concret comment ça s'adapte à mes activités qui m'ont conduit à l'indépendance financière. Effectivement, Robert Kiyosaki, tout le monde le connaît, et j'ai envie de dire tout le monde le connaît surtout par son livre Père riche, Père pauvre, qui est souvent le livre cité quand on demande aux investisseurs ou aux aspirants investisseurs quel est le livre qui les a le plus inspirés. Moi j'avoue que Père riche, Père pauvre, quand je l'ai lu, il m'a fait ni chaud ni froid. Alors, pour plusieurs raisons, je pense en partie parce que ces concepts, je les avais déjà compris tout seul. Une autre partie, un peu de revenus passifs, etc., m'avait été inculquée par la semaine de 4 heures que j'avais lu avant Père riche, Père pauvre. Et également peut-être parce que je l'ai lu pas au tout début de mon parcours d'investisseur, mais où j'avais déjà commencé depuis 2-3 ans. Et finalement, pour moi, le chef-d'œuvre de Robert Kiyosaki, c'est pas Père riche, Père pauvre, mais c'est justement le livre Les cadrans du cash flow, où il développe ces fameux 4 cadrans et il rentre dans le détail. Et effectivement, ce n'est pas forcément notre livre le plus célèbre ou le plus vendu qui peut être considéré comme notre chef-d'œuvre. Par exemple, moi, parmi mes 5 livres, c'est effectivement l'investissement immobilier locatif intelligent qui est le plus vendu de très loin avec ses 100 000 exemplaires de best-seller. Néanmoins, si vous me disiez aujourd'hui, bah, écoute, on va brûler 4 livres sur 5, ils vont tous disparaître et tu dois, alors j'ai pas d'enfant aujourd'hui, mais tu dois en garder un que tu feras lire à tes enfants que tu auras un jour ou que tu pourras faire lire à ton neveu. Peut-être que finalement, celui que je garderai, c'est le livre que j'ai coécrit et adapté, L'Allocateur rebelle. Si je devais en garder qu'un à faire lire peut-être voilà, à mes futurs enfants, à mon neveu, etc., ce serait peut-être celui-là. Donc voilà, ça peut être un peu paradoxal. Alors, revenons à ces fameux cadrans du cash flow de Kiyosaki. Alors, pour les expliquer rapidement, le cadran en haut à gauche, c'est celui de l'employé du salarié. Vous avez des revenus en fonction du temps que vous passez à votre travail. Vous avez un travail. Le cadran S du dessous, c'est celui qu'il appelle self-employed en anglais. Donc c'est celui de la personne qui s'est mise à son compte, en libéral par exemple. Là, vous possédez un travail. Et on va s'arrêter là 2 minutes. Parce que beaucoup de personnes qui se mettent à leur compte disent « j'ai créé mon entreprise ». En fait, quand on se crée comme ça un poste de consultant, de libéral, etc., d'un point de vue purement littéral, c'est vrai que l'on crée notre entreprise. Mais en pratique, ces personnes-là, leurs revenus vont toujours dépendre du temps qu'ils vont passer. Temps qu'ils vont passer à travailler pour leurs clients, par exemple. Donc quelqu'un qui est en libéral à son compte, il ne possède pas une entreprise. Il possède plutôt son job, contrairement au salarié qui ne le possède pas, qui ne peut pas choisir ses vacances, etc. Mais chaque jour, il échange son temps contre de l'argent. Le lendemain, il doit recommencer. Et s'il arrête, le flux de revenus va se tarir. Donc, Robert Kiyosaki, il explique fort logiquement qu'il faut privilégier les activités plutôt du cadran de droite que ces 2 activités du cadran de gauche que l'on vient de voir. Il dit qu'a priori, les cadrans de gauche, ça représenterait 95% des gens pour 5% de la richesse, et le cadran de droite, ça représenterait 5% des gens pour 95% de la richesse. Alors, on va justement zoomer un petit peu sur ces 2 cadrans de droite. Alors, le premier en haut à droite, c'est le cadran business owner, entre guillemets, propriétaire d'entreprise. C'est celui où vous allez posséder un système. Soit un système qui travaille pour vous en automatique, ça peut être le cas de certains business internet, soit une entreprise avec des gens qui travaillent pour vous dedans. Et c'est la seule vraie façon de pouvoir vous considérer comme un entrepreneur. Si demain vous venez pas, que ce soit dans les 2 cas, vous ne faites rien, ce système ou cette entreprise va continuer à tourner et vous rapporter des flux financiers. Le 4e cadran en bas à droite, c'est le cadran de l'investisseur. Et donc là, c'est aussi un système passif, puisque là, c'est l'argent, votre argent, qui va travailler pour vous. Et donc vos revenus ne vont pas non plus dépendre de votre temps, mais plutôt des investissements que vous avez faits, et puis de la masse d'argent que vous arrivez à mettre dans cette case-là. Donc en gros, les cadrans de droite
ils sont à privilégier, principalement parce que vous n'échangez pas votre temps contre de l'argent. Vos revenus ne vont pas dépendre de votre présence. Ils ne sont pas directement proportionnels à votre temps passé, qui de toute façon est illimité. Et donc, il n'y a que là qu'ils peuvent vraiment croître de façon importante, puisqu'ils ne sont pas conditionnés par votre temps passé, qui est, lui, de toute façon, limité. Donc, en gros, la théorie issue de ces cadrans de cash flow, c'est qu'il faut essayer de maximiser vos revenus issus des 2 cadrans de droite. Alors, regardons ma situation. Alors, première case, revenus salariés. Alors, aujourd'hui, je n'ai plus de revenus dans cette case-là. Néanmoins, c'est avec cela que je me suis lancé. J'ai été salarié avant, quand je faisais la plupart de mes investissements, avant d'atterrir au stade indépendance financière. Donc, effectivement, ils ont les inconvénients, ces revenus de salariés, mais ils m'ont quand même servi de façon très importante pour l'acquisition du 4e cadran, celui d'en bas à droite, c'est-à-dire que ces salaires et ces revenus que je tirais des salaires et de cette situation stable, le fameux CDI du banquier, m'a permis de contracter pas mal d'emprunts où la banque m'a prêté un peu les yeux fermés, entre guillemets, pour acheter des biens immobiliers qui aujourd'hui me procurent des revenus dans la case investissement qui est bien du côté à droite. Donc, il faut chercher à s'en peut-être en retirer un jour, mais il ne faut pas, contrairement, complètement le négliger, cette case salariée, parce que c'est elle qui peut vous donner le fuel, l'essence finalement, pour alimenter cette case d'investisseur immobilier. J'ai eu de façon très occasionnelle des revenus dans la case de self-employed qui relève du cadran un peu où vous effectuez des prestations. Alors si vous voulez le faire à côté de votre job un peu discrètement, c'est le genre de prestation, si vous avez des compétences, ça peut être n'importe quoi, du graphisme, etc. Sur des sites un peu comme 5 €. Bon, l'inconvénient en side business, l'avantage c'est que vous pouvez le faire en side business sans que ça se voit, ça peut être anonyme, etc. L'inconvénient, c'est que c'est mondialisé. Donc en fait, si vous avez une prestation qui ne nécessite pas forcément d'être français et puis de bien vous faire comprendre en français, vous risquez d'être concurrencé par des pays à bas coût et donc ça tire les prix un peu vers le bas. C'est pas forcément toujours des prix élevés qu'on peut valoriser là-dessus. Après, si vous pouvez aussi potentiellement être consultant à des prix élevés, mais là vous allez rentrer dans les clauses de non-concurrence de votre emploi salarié si vous êtes salarié en parallèle. Donc avoir un peu à gérer en side business, mais comme on l'a dit, tous ces side business, moi, m'ont servi aussi en parallèle pour accélérer ma voie vers l'indépendance financière. Alors finalement, dans la case investisseur, on avait ce qui est investissement immobilier, on en a parlé, alimenté un peu par ma capacité en crédit de mon salaire, et puis qui maintenant vit sa vie toute seule. Et puis on a la partie bourse qui peut me donner des plus-values, de la valorisation d'actions, des dividendes, etc. Donc ça rentre dans la case investisseur. Et donc moi, ce que j'avais fait en parallèle, effectivement, c'est que j'avais une activité quand j'étais salarié, que j'ai toujours aujourd'hui en fait, qui était de l'activité business owner, mais sans avoir d'employé, en fait, business en ligne, puisque ça, c'est gérable et c'est automatisable surtout. Donc une fois que c'est mis en place, ça va tourner tout seul. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a mon blog, il y a cette chaîne YouTube qui est née au fur et à mesure, et puis il y a les produits que je vends, donc notamment mes livres. Alors, si on fait un peu l'historique de ces livres, que ce soit à la fois sur mes réussites, mes échecs, mes erreurs, on va finalement revoir un peu plusieurs théories un peu de business et puis de mindset d'entrepreneur. Les 2 premiers, finalement, construisez et gérez votre patrimoine avec succès et investir en bourse style gagnant, style perdant, ils ont marché, mais ils ont eu des succès d'estime. Ça a fait quelques revenus supplémentaires, mais ce n'était pas forcément si dimensionnant que ça. Je les ai depuis mis à jour, ça les a relancés un peu, etc. Celui forcément qui m'a fait connaître, ça va être l'investissement immobilier locatif intelligent, qui en est aujourd'hui à sa 2e édition, donc relativement récente avec une mise à jour 2022. Et lui, effectivement, j'en ai vendu beaucoup. Alors ça combine à la fois une bonne analyse du marché et de ce qui manquait au marché et de l'avoir fourni au bon moment, une réponse vraiment à un besoin, et puis effectivement un petit facteur chance, forcément il y en a toujours dans les réussites entrepreneuriales. Donc là on voit déjà un peu moi ce que j'appelle la théorie du ketchup, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter au premier échec, au premier semi-échec entrepreneurial. C'est un peu la bouteille de ketchup, vous tapez dessus, il n'y a rien qui tombe, et puis au bout d'un moment tout va tomber d'un coup. Moi on pourrait considérer que j'ai tapé dessus un peu comme un bourrin, là ça tombait pas beaucoup sur les 2 premiers, et puis c'est tombé d'un coup à l'investissement immobilier locatif intelligent. C'est là que vous voyez un peu la caractéristique du business en ligne. Finalement, comme disait MJ de Marco, un guide pour devenir millionnaire, c'est facile à écrire. Je vous l'ai écrit en une phrase, impacter des millions.
sous-entendu impacter des millions de gens. Donc là, j'ai pas impacté des millions, mais j'ai impacté une centaine de milliers de personnes. Et effectivement, voilà, le bénéfice, ça va être votre volume de vente fois votre bénéfice par unité, donc qu'il appelle la magnitude. On en revient finalement à l'équation un peu fondamentale des business en ligne et des business internet, qui va être trafic fois conversion fois bénéfice unitaire. Soit vous vendez beaucoup de produits que vous convertissez beaucoup à un prix unitaire faible, soit vous en vendez peu, mais à un prix élevé. C'est ce qu'un peu le choix alternatif qu'ont fait les vendeurs de formation en immobilier, etc. Le trafic, évidemment, est intéressant, et d'autant plus intéressant que vous en avez beaucoup, mais surtout intéressant si vous arrivez aussi à le convertir. On peut avoir beaucoup de trafic sans conversion, comme on peut avoir peu de trafic avec un taux de conversion élevé. Donc l'équation est complète comme ça. Donc ensuite, toujours dans cette partie un peu side business, j'ai écrit 77 exercices pratiques pour l'investisseur immobilier intelligent, qui est la suite de l'investisseur immobilier locatif intelligent. Alors évidemment, j'ai voulu surfer sur la vague en faisant une suite, puisqu'il avait bien marché. Alors il a correctement marché, mais pas tant que ça. Entre 5 et 10% de ceux qui ont acheté celui-là ont acheté celui-là. Là, éthiquement, je ne voulais pas forcément le faire, mais peut-être d'un point de vue pure business, si j'avais voulu maximiser les fonds que je récoltais de cette activité side business, en fait, la logique aurait peut-être été de faire ces exercices sous forme de formation, parce que peut-être que j'aurais converti un peu moins mes proches, et au lieu d'avoir un bénéfice de quelques euros par livre, j'aurais pu faire un bénéfice de 100, 200 euros, peut-être voire un peu plus par formation. Donc c'est peut-être une erreur stratégique. Après, c'est aussi éthiquement où j'étais marqué justement contenu très qualitatif, a pris un peu d'amis moi. Donc, et c'est aussi ça qui m'a différencié paradoxalement des autres et qui ont fait le succès de mon livre. Donc voilà, là j'étais un peu entre deux. J'ai dû prendre un parti pris à ce moment-là. Et ensuite, donc j'ai co-adapté L'Allocateur Rebelle, qui est mon dernier livre. Et là, on est plutôt sur un échec entrepreneurial. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous voyez moins de vidéos entrepreneuriales sur la chaîne, parce que ça m'a donné un peu moins envie de lancer des projets entrepreneuriaux. D'ailleurs, j'étais en train de préparer une formation bourse au moment de cet échec entrepreneurial. Elle en est à la moitié et je ne l'ai jamais finie. Et une des raisons, on voit un peu le truc de l'entrepreneur, c'est aussi forcément, j'avais atteint mon stade d'indépendance financière à ce moment-là, donc j'avais moins faim en tant qu'entrepreneur pour multiplier les sources de revenus. Alors pourquoi c'est un échec entrepreneurial? Parce que finalement, lui, j'en ai vendu relativement peu. On va dire il y a peut-être un lecteur sur 200 de l'investissement immobilier locatif intelligent qui a lu L'Allocateur Rebelle. Alors, c'est un échec entrepreneurial, mais un succès critique, entre guillemets, puisque tous ceux qui l'ont lu ont mis des commentaires très positifs, ont dit que voilà, ça avait été une surprise mémorable, etc. Des choses dans le genre. Mais il n'empêche que moi, dans mon objectif minimum, je me disais, il y a peut-être au moins un lecteur sur 40 de mes livres qui vont, juste parce que je sors un nouveau livre, l'acheter. Juste pour me dire, voilà, c'est un esprit un peu communauté, un esprit, voilà, il nous donne beaucoup de contenu de qualité gratuitement, en échange, je fais un petit geste, je paye 20 € son livre, etc. Et en fait, ça n'a pas marché comme ça. Alors, je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que ce livre, finalement, il ne répond pas à un besoin précis, contrairement à tous les autres. Le livre immobilier, il va vous apprendre à comment investir dans l'immobilier. Le livre Investir en bourse, il va vous apprendre à comment investir en bourse si vous voulez apprendre à investir en bourse. Il va vraiment répondre à un besoin précis. L'Allocateur Rebelle, c'est pas pareil. C'est un roman financier où un jeune va rencontrer son mentor inspiré de Warren Buffett, va au milieu prendre des leçons de bourse, d'entrepreneuriat, etc. Mais en même temps, c'est détente, etc. C'est un peu un ovni. Et en fait, il ne répond pas à un besoin précis. Pour qui il est finalement? Il est pour des gens qui s'intéressent vaguement à l'investissement et qui ont envie de lire un roman plaisant. Ça répond beaucoup moins à un besoin. D'où un peu l'échec. Le deuxième raison que moi je vois de l'échec, j'enlève toujours le facteur chance, parce que forcément ça joue, j'ai dit dans la réussite, donc on essaie de rationaliser là, mais il y a toujours un facteur chance à garder en tête, j'avais fait des vidéos là-dessus. Donc la deuxième raison rationnelle, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. J'ai pas forcément réussi à créer dans mes lecteurs, dans mes abonnés, un esprit vraiment communautaire. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai beaucoup moins d'abonnés à la chaîne YouTube que de lecteurs du livre. Moi, c'est 100 000 lecteurs, 7 000 abonnés à la chaîne YouTube. J'ai envie de dire, les autres, c'est l'inverse. C'est 100 000 abonnés à la chaîne YouTube. S'ils sortent un livre, c'est 7 000 lecteurs. Alors, je préfère être dans ma situation que la leur, à la limite. Mais néanmoins, ça veut dire que j'ai pas réussi à créer complètement un esprit communautaire.
et que je suis plus vu comme un vendeur d'objets, parce qu'un livre ça peut être un objet ou une expérience, hein, je le disais, on peut le voir comme un objet ou une expérience. Je suis plus vu comme un vendeur d'objets, on va dire de perceuses, alors plus de perceuses Makita de qualité japonaise bien costaud, on sait qu'on peut compter dessus que de perceuses de sous-marque achetées à Leclerc, mais comme un vendeur d'objets plutôt que comme un vendeur vraiment d'expérience, de communauté. Ça, j'ai pas réussi forcément à le créer complètement. Et donc ça peut être peut-être un regret et un de mes échecs dans cette partie un peu side business. Dans mon esprit un peu, voilà, je me disais, ben, j'ai donné beaucoup dans chaque livre pour 20 balles, entre guillemets. Il y en a d'autres qui donnent pas grand-chose en contenu gratuit et puis qui derrière vendent la même chose en formation à 1997 €. Je pense que je vais avoir un peu un retour de bâton où en fait, ben, juste parce que je sors un livre, ma communauté finalement va juste l'acheter parce que c'est mon livre, entre guillemets. Là, j'ai un peu rêvassé un petit peu trop. Bon, donc voilà, alors... Vous voyez qu'il y a des choses qui sont faciles, d'autres qui sont plus ou moins difficiles. Il faut aussi tomber au bon moment sur les side business. Mais des side business en ligne, c'est quelque chose qui peuvent se lancer en parallèle de vos investissements. Il ne faut pas forcément tout mettre là-dessus. Mais ça peut être une corde à son arc qui accélère un petit peu les choses. Alors, il faut tomber au bon moment où on peut faire son trou. Les livres, actuellement, c'est sûrement plus dur que ça l'était quand moi j'ai lancé mes premiers. Mais il y a toujours une nouvelle plateforme qui naît. Voilà, on a un peu la mode du podcast. Il y a des gens qui ont réussi à bien lancer des podcasts depuis 1 ou 2 ans. D'ailleurs, je les salue, je suis passé chez certains. Donc, on peut toujours avoir une idée ou des choses atypiques, un peu hors investissement. Hein. Donc, on peut avoir des idées un peu de side business en gardant en tête la maximisation de ces activités dans les cases de droite. Donc vous êtes déjà investisseur si vous regardez cette chaîne-là. On peut aussi se dire, on peut essayer de mettre quelques billes dans la case side business pour avoir ce côté business owner. Et on est un peu dans la théorie un peu des small bets. Vous savez, on prend des petits paris on voit ce que ça va donner. Moi, j'appelle ça un peu la théorie des cannes à pêche. Parfois, voilà, vous lancez des cannes à pêche, vous voyez un endroit si ça mord pas, et puis là où ça mord, peut-être que c'est là où il faut un peu accélérer. Donc, voilà, il y en a qui appellent ça la théorie des small bets, des petits paris. C'est un peu tous ces concepts qui se rejoignent. La théorie des petits paris, c'est aussi ce qu'on fait quand on investit dans des startups. Hein. On met un petit peu en espérant qu'il y en ait une qui explose et on sait très bien qu'il y en a qui vont aller au tapis. Donc ça rejoint un peu et ça peut être une approche pour créer des side business internet ou des choses comme ça en parallèle d'une activité salariée. Et puis avoir finalement quelques petits paris comme ça qui sont mis dans cette fameuse case en haut à droite du cadran du cash flow de Kiyosaki. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis dites-moi en commentaire si vous avez déjà lancé des activités de side business, si elles ont marché, quel retour vous en avez, ou si vous avez des commentaires par rapport à ce que j'ai raconté. Je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.